Monsieur le Président, ce n'est pas fait pour faire une nouvelle conférence, mais juste pour traduire un peu le droit de suite dans les réalités africaines. Et pour dire que, comme l'a dit Stéphanie, le droit de suite, c'est un droit inaliénable qui est reconnu par certaines législations sur le droit d'auteur à l'intention, à l'auteur et à ses héritiers, ou bien même après le décès de l'auteur, à certaines institutions qui sont habilitées à cet effet, de réclamer une participation à toutes les reventes de son œuvre. C'est-à-dire quoi? Concrètement, c'est que quand une œuvre d'art plastique ou graphique est vendue, dès que l'œuvre est revendue, l'auteur a le droit à une participation sur le prix de revente. Et d'une manière simple, on dit l'auteur a un droit sur toutes les ventes successives à la première. Mais Stéphanie a donné des chiffres, je vais en donner rapidement deux, pour dire que le droit de suite en France, par exemple, en fin 2015, ça fait 300 000 emplois pour le droit de suite seul. Et vous connaissez bien, pour les auteurs d'œuvres d'art graphique et plastique qui sont ici, le célèbre auteur Ousmane Sow, qui est décédé il y a quelques mois, quelques jours avant sa mort, une œuvre qu'il a créée et qui n'avait l'air de rien ou bien à laquelle personne ne s'intéressait, a été vendue à plus de 300 millions de francs CFA. Donc pour vous dire que c'est une manne importante de redevances ou bien de ressources pour les auteurs, et il est intéressant qu'on s'accorde sur son intérêt. Et c'est pour ça qu'on a cru devoir inscrire une thématique sur cette question au cours de ce séminaire. Et je dois dire que, bon, en Afrique, généralement, nous rencontrons énormément de problèmes pour la traduction du droit de suite dans les faits. Parce que Stéphanie a relevé que dans certaines législations, on n'a pas pu mettre le pourcentage. Il en est ainsi de la législation béninoise. Tout simplement parce que beaucoup de législations africaines se sont inspirées de la loi type de Tunis de 1976. Et la loi type de Tunis a laissé ouverte, j'allais dire, cette possibilité aux législateurs nationaux de fixer un pourcentage. Je suis allé voir dans certaines législations africaines et j'ai constaté qu'au Sénégal, par exemple, on a mis 5%, au Togo, on a mis 3%. Et je me suis dit, mais pourquoi cette variation? Tout simplement parce que la loi type de Tunis a dit que les 5% sont un pourcentage raisonnable. Mais la possibilité est laissée à tous les États, à tous les législateurs nationaux d'aller au-delà de 5% ou de descendre en deçà de 5%. Et vous avez vu le taux de dégressif qui a été présenté en France et qui varie selon le montant de la vente. Et les difficultés que nous avons en Afrique, c'est fondamentalement le problème de structuration du marché. Le marché de la vente d'œuvres d'art en Afrique est très mal structuré, n'est pas bien organisé et n'est pas bien encadré. Je dois dire que dans les pays africains, c'est seulement au niveau du Sénégal qu'on sent un début d'organisation de ce marché par le festival qui existe, la biennale qui arrive tous les 2 ans et qui permet aux vendeurs de proposer leurs œuvres à des acheteurs qui viennent d'un peu partout. Et vous savez qu'en Afrique, nous-mêmes Africains, on n'est pas très friands de nos œuvres. Donc ce sont les étrangers qui viennent et qui connaissent le prix de ces œuvres et qui les achètent. Mais il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas perdre espoir parce que le marché commence par s'organiser et des efforts sont faits pour que nous puissions, au Bénin par exemple ici, aller vers une structuration effective du marché. Mais avant ça, nous avons signé un accord avec l'ADAGP, la société dont a parlé Stéphanie, et qui ouvre pour les auteurs béninois des possibilités de vendre non seulement leurs œuvres par l'intermédiaire de l'ADAGP, mais également de proposer leurs œuvres en vente en ligne pour bénéficier de ressources subséquentes. Et pour soutenir cet effort, nous avons organisé à Cotonou, ici, un séminaire de 3 jours sur le droit de suite.
et qui a été animé de bout en bout par le directeur général de la DAGP. Enfin, je dirais l'ancien directeur, M. Jean-Marc Guton, qui est resté ici pendant une semaine, qui a reçu les auteurs, qui a parlé avec eux, qui a échangé avec eux, et qui leur a montré toutes les possibilités qui s'offrent à eux de proposer leurs œuvres à la vente au plan international. Mais je dois dire que si vous consultez la documentation au niveau du Bubedra, peu d'artistes béninois, peu d'auteurs d'art graphique et plastique s'inscrivent, adhèrent et proposent à déclaration leurs œuvres pour pouvoir bénéficier de tous les efforts que nous faisons. Et donc, c'est l'occasion pour moi de leur dire véritablement de venir déclarer leurs œuvres, de venir s'inscrire pour bénéficier de cet accord qui existe entre le Bubedra et la DAGP. J'ai rencontré il y a 2 semaines exactement l'actuelle directrice générale de la DAGP qui m'a confirmé que cet accord existe toujours et qu'eux autres, ils n'ont jamais cessé de jeter un coup d'œil sur cet accord. Si son programme l'avait permis, elle serait venue à ce séminaire. Il a regardé son emploi du temps et s'était déjà chargé et il m'a dit qu'elle prenait rendez-vous pour une autre occasion. Et donc, je disais que les efforts ne sont pas vains parce qu'aujourd'hui également, dans notre pays, on sent une volonté politique qui est favorable à la gestion du droit de suite, notamment par la création des charges de commissaires-priseurs. Parce qu'on ne peut pas bien gérer, suivre les ventes s'il n'y a pas des intermédiaires. S'il y a des intermédiaires, s'il n'y a pas de commissaires-priseurs, et si les ventes, les circuits de distribution ne sont pas connus. Parce que le droit de suite permet aux auteurs d'art graphique et plastique de suivre la circulation de leurs œuvres. On dit souvent que le droit de suite est un droit de personnalité parce qu'il attache l'auteur à son œuvre et permet à l'auteur de savoir entre les mains de qui circule son œuvre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Venez de la paix, Africa, nous allons étonner le monde. Travailler. Pour instituer la rémunération pour copie privée. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je dois vous appuyer en disant que je ne serai pas le seul à animer cette thématique. Je vais dire rapidement ce que nous faisons au Bénin ici et nous allons laisser le soin à M. Mehdi également de dire ce qui a été fait en Algérie pour baliser pour nous servir d'éclairage aussi dans la poursuite des efforts que nous faisons pour que la copie privée soit une réalité dans notre pays. Je voudrais dire ici que je l'ai rappelé rapidement hier ou avant-hier, c'est suite à une communication que nous avons introduite en Conseil des ministres et suite aux décisions qui ont été prises par le Conseil des ministres que nous avons commencé par parler de la copie privée ici. Et le séminaire que nous avions organisé un séminaire qui porte précisément, qui est un séminaire national d'information, de sensibilisation et de formation des magistrats, des avocats et des officiers de police judiciaire sur le droit d'auteur et sur les droits voisins. Et suite à ce séminaire, nous avons introduit une communication en Conseil des ministres pour rendre compte des décisions qui ont été prises et des propositions que nous faisions pour traduire le droit d'auteur et les droits voisins dans les faits. Et en adoptant ce compte-rendu, le Conseil des ministres a décidé de ce qui suit, je le lis in extenso. Il est demandé au ministre du Développement, de l'Économie et des Finances et au ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports d'inscrire, je laisse ça là, mais je peux le lire quand même parce que ça concerne tout le monde, d'inscrire chaque année au budget général de l'État une subvention de 40 millions de francs CFA au titre de l'appui à la lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques. D'instruire respectivement le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur du bureau béninois du droit d'auteur
a conclu un accord dans le sens de la perception des redevances de droits de copie privée et de reproduction par reprographie au niveau du cordon douanier et de leur jouissance effective par les titulaires de droit. C'est en 2007 que cette communication a été adoptée. Et donc, ça a ouvert la voie à des étapes, aux dispositions qui doivent être prises pour que la copie privée soit une réalité dans notre pays. Et les étapes qui ont été suivies, je vais les rappeler rapidement. Donc, à la suite de ce relevé, en 2013, une correspondance du ministre de la Culture a été adressée au ministre de l'Économie et des Finances pour lui rappeler les décisions qui ont été prises par le Conseil des ministres, afin de traduire dans des dispositions réglementaires la perception de la rémunération pour copie privée. En 2014, plus précisément le 24 juillet, il y a eu une rencontre avec le directeur général des douanes et des droits indirects, une rencontre qui a permis aux deux directeurs, c'est-à-dire le directeur du Bureau béninois du droit d'auteur et le DG Douane, d'analyser quelles sont les voies et moyens à suivre pour que la rémunération pour copie privée soit effective dans notre pays. À l'occasion de cette réunion, le directeur général des douanes et des droits indirects a orienté le directeur général du BUBEDRA vers la Chambre de commerce et d'industrie pour qu'on puisse réunir tous les opérateurs, tous les importateurs pour une concertation. Cette rencontre a eu lieu effectivement le 6 novembre 2014. Et à l'occasion de cette rencontre, après les discussions, les opérateurs, les importateurs qui sont concernés par la perception de redevances sur copie privée ont proposé que le pourcentage qui doit être appliqué aux objets qui doivent être frappés par la copie privée soit de 5%. 5% de la valeur CAF. Le 5 mai 2014, après cet accord entre le directeur général des douanes et le directeur général du BUBEDRA, il y a eu l'introduction d'une communication en Conseil des ministres. Et le 5 mai 2015, cette communication a donné lieu à la signature d'un décret. Un décret portant perception des redevances pour copie privée et pour la reprographie des œuvres fixées sur support analogique. C'est le décret 2015-247. Le 22 janvier 2016, le ministre de la Culture a transmis, après le travail qui a été effectué par le directeur général du Bureau béninois du droit d'auteur, le projet d'arrêté interministériel en vue de l'application du décret 2015-247 pour signature. Le 5 avril 2016, le ministre des Finances, vous avez bien noté, hein, le 5 avril 2016, le ministre des Finances a retourné au ministre de la Culture le projet d'arrêté qui lui a été transmis pour signature. Projet d'arrêté qui fait suite au décret 2015-247. Donc ce projet-là devait seulement détailler les conditions dans lesquelles la copie privée devait se faire, les matériels à prendre en compte et insister sur la catégorisation de ces matériels-là. Donc le 5 avril, vous voyez, on lui a transmis le dossier depuis janvier, mais c'est seulement le 5 avril. J'ai insisté sur la date du 5 avril parce que c'est la veille de la passation de service entre l'ancien président et le nouveau président. Donc, vous avez compris que les jeux étaient pratiquement pipés, parce que si le ministre qui est déjà partant signe une lettre pour retourner le parapheur le 5 avril, le nouveau ministre qui va arriver est obligé de reprendre tout le dossier à zéro. Ça a mis beaucoup de temps, mais ça n'a pas émoussé les cadres du Bureau béninois du droit d'auteur. Et le 25 mai 2016, il y a eu
une retransmission, j'allais dire, pas à l'antenne, mais une nouvelle transmission de l'arrêté interministériel au ministre de l'économie et des finances, donc l'actuel ministre. Ce document a été retourné également encore à la Direction générale des douanes et des droits indirects. Il faut noter que ceux-là, ils avaient déjà travaillé sur le dossier, mais on leur retourne encore avec des annotations, avec des corrections pour reprendre le dossier afin qu'il soit mis en conformité. Je dois préciser que depuis janvier jusqu'à ce jour, nous avons déjà tenu plus de 3 réunions avec les inspecteurs de la Direction générale des douanes et indirectes qui nous ont dit qu'ils ont fini le travail. Ils ont fini le travail et qu'ils ont déjà transmis au ministre des Finances et de l'Économie. Mais à notre grande surprise, le dossier, le 15 mai dernier, nous a été retourné encore avec des corrections à faire. Et donc, nous attelons encore pour reprendre le dossier à réintégrer ce que le cabinet du ministre de l'Économie et des Finances exige afin que le dossier soit retourné à nouveau au ministère des Finances pour examen et certainement pour signature. Et c'est après la signature de cet arrêté interministériel qu'il y aura maintenant un accord direct entre le directeur général des douanes et le directeur général du BUEDRA pour que nous puissions mettre ensemble tous les inspecteurs qui doivent intervenir, faire peut-être une formation au niveau du cordon douanier pour expliquer les tenants et les aboutissants des mécanismes que nous allons mettre en place. Je dois relever que nous avons, au niveau de la Direction générale des douanes et des droits indirects, rencontré une disponibilité totale de tous les inspecteurs qui travaillent à la direction des affaires juridiques et qui nous ont fait même des propositions pour compléter le mécanisme que nous avons proposé. Et donc, je suis très optimiste pour que, à la fin de ce séminaire, nous revoyions tous les mécanismes, les corrections qui ont été proposées. J'ai vu, c'est des corrections mineures qui ont fait que le dossier a été retourné à la Direction générale des douanes et des droits indirects. Et je crois qu'après prise en compte de ces corrections mineures, nous pourrions voir l'avenir avec beaucoup plus d'espoir et penser que, comme je l'ai dit hier, nous aussi au Bénin, nous allons commencer à parler de droits, de redevances de copie privée avec des chiffres. Merci, Monsieur le Président. Merci. Prenez de la paix, Africa, nous allons étonner le monde. Travaillez. Bon, d'accord. Pour faire un rapide résumé en fait, des étapes par lesquelles est passée l'Algérie pour l'instauration du système de copie privée. En fait, ce qui a été important au début, et je pense que c'est l'étape où on est actuellement le BUBERDA, c'est la mise en place de tous les textes qui vont régir ce système. C'est-à-dire que c'est un travail qui doit être fait déjà par le bureau, mais en coordination avec les principaux acteurs donc de la scène nationale, le ministère du Commerce, le ministère des Finances, la Direction générale des douanes, ce qu'on appelle nous en Algérie la Direction des registres de commerce. Donc c'est un travail commun qui a permis en fait de dégager les premiers textes en 1997. C'est-à-dire que à la faveur de la révision de l'ordonnance initiale du droit d'auteur en Algérie, qui date, elle, de 1973, et donc qui concorde avec la création de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins en Algérie. Donc, la première révision qui a eu lieu en 1997 avait mis en œuvre le droit de rémunération pour copie privée. Et donc, en application des dispositions de l'article 128 de l'ordonnance 97-10 du 6 mars 1997, survisé, les modalités pratiques de la mise en œuvre de l'obligation de déclaration à laquelle sont soumis les assujettis et de contrôle et du respect de ces obligations sont fixées. Donc en fait,
Nous avons fixé la liste des documents à fournir, le système de contrôle, la mise en place de la structure, la sermentation des agents. Donc tous ces détails ont été faits au niveau de ce texte. Donc la déclaration devait comporter obligatoirement les mentions suivantes. Donc l'identification de l'assujetti, donc la raison sociale, l'adresse de l'établissement, le type de support et appareil soumis à la redevance, les quantités et le prix de vente public, toutes taxes comprises des appareils et supports. C'est-à-dire que c'est sur cette base qu'allaient être évalués les taux de redevance. Donc, en application des dispositions de l'article 127 de l'ordonnance 97-10 du 6 mars 97 sur visé, les taux et les tarifs de la redevance pour copie privée sont arrêtés par l'arrêté du 16 mai 2000. Donc, ça a été revu en 2000. Et donc, le taux appliqué, comme il est stipulé dans les lois internationales, est un minimum de 6% sur le prix de vente public. Et je vais y revenir plus tard pour vous donner quelques exemples. En 2003 et 2005, l'ordonnance 97-10 du 6 mars 97 a été encore modifiée par la loi numéro 03-10 du 4-11-2003, portant approbation de l'ordonnance 03-05 relative aux droits d'auteur et droits voisins. C'est-à-dire que cette ordonnance, par la suite, on a rédigé un décret exécutif qui a encore fixé les modalités de déclaration et de contrôle relatifs à la redevance pour copie privée. Donc c'était pour améliorer aussi le système de contrôle qui donnait la possibilité dorénavant aux contrôleurs de l'Office national de pouvoir se déplacer au niveau des dépôts, des zones de transfert ou carrément pendant le transfert des marchandises des assujettis. En 2007 et 2013, bon, je vais vous donner quand même quelques articles par exemple avant de passer à 2007. Donc, concernant les appareils et supports non soumis à la redevance pour copie privée, il y a eu un article, donc l'article 4 de l'ordonnance, plutôt du décret de 2005, qui précise, qui ressort des dispositions donc de l'article 126 de l'ordonnance 0305 survisée. Donc, les déclarations objets de l'article 03 ci-dessus doivent être accompagnées de pièces justificatives appropriées, indiquer les quantités concernées par l'exonération de la redevance pour copie privée et l'usage auquel elles sont destinées. C'est-à-dire que là, on a vu qu'il y avait des soucis par rapport aux équipements qui étaient non assujettis à la redevance. Et donc, au départ, l'Algérie avait calqué sur d'autres systèmes internationaux où l'importateur ou le fabricant payait quand même la redevance de copie privée et ensuite justifiait pour un remboursement sur l'exonération. Donc, on a abandonné ce système pour donner d'office l'exonération au traitement du dossier. Donc c'était pour simplifier les procédures et justement éviter les cas de blocage de fonds et donc les cas de remboursement pour les prestataires. Alors l'article 5, les assujettis à la redevance pour copie privée sont tenus de se soumettre à tout moment au contrôle des agents assermentés de l'Office national du droit d'auteur, donc j'en ai parlé juste avant. Et donc ils doivent notamment permettre aux contrôleurs assermentés l'accès aux locaux commerciaux, lieux d'entreposage, véhicules et leur communiquer tout renseignement aux pièces afférentes aux marchandises concernées par l'obligation de déclaration. C'est-à-dire que si l'importateur ne se soumet pas donc à ces contrôles, on peut tout de suite faire appel aux autorités pour la saisie directe des marchandises concernées. Voilà, donc en 2007 et en 2013, il y a eu 2 arrêtés qui ont fixé, eux, les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée. Donc moi, j'aimerais vous donner à peu près une liste d'appareillages communs que vous allez retrouver, j'imagine, ici au niveau du Bénin. Donc tout ce qui est appareil doté de mécanismes d'enregistrement, tout ce qui est téléviseur, par exemple, doté de disques durs ou de ce qu'on appelle système PVR, donc pour l'enregistrement, les démodulateurs numériques aussi, qui permettent d'enregistrer des programmes ou qui sont eux-mêmes dotés de disques durs, tout ce qui est graveur, donc tout ce qui est équipement en fait qui permet de reproduire un support. Donc graveur avec les différentes vitesses, les disques durs externes, internes, les clés universelles USB communément appelées donc flash disk, les baladeurs numériques, tout ce qui est téléphone portable doté d'espace de stockage. Les consoles de jeux aussi sont assujetties à cette redevance, les tablettes électroniques. Donc vous avez énormément de matériel actuellement qui sont concernés par la copie privée.
Donc ce qui est différent par rapport à d'autres pays, c'est qu'en Algérie, la redevance est aussi appliquée sur les micro-ordinateurs. Donc déjà, elle est calculée en fonction donc du disque dur qui est installé sur le micro-ordinateur et aussi du graveur. Donc ça, c'est pas appliqué dans d'autres pays. Je vais citer la France par exemple. Les ordinateurs de bureau ne sont pas concernés par la redevance de copie privée. Donc il s'agit que des stockages en externe. Alors, en dehors de ça, il y a eu des décisions en fait et des procédures internes qui ont été mises en place dans le cadre du contrôle en interne. C'est-à-dire qu'on a eu en 2003 une première note de procédure dans le cadre de l'amélioration du dispositif de contrôle interne. Des dispositions tendent à la séparation des tâches. Établissement et vérification, approbation des décomptes de la redevance pour copie privée ont été arrêtés par cette procédure. C'est-à-dire que nous avons deux services totalement distincts qui procèdent donc à l'établissement des décomptes et donc à la collecte des redevances. Et nous avons un service qui est totalement indépendant de ça, qui lui s'occupe de contrôler toutes les opérations, les contrôles a priori, l'échantillonnage, ou à la fin de chaque exercice, il passe en revue en fait toutes les opérations qui ont été traitées par l'Office national des droits d'auteur. Vous avez une note de procédure de 2007 qui complète la note de 2004. Et l'objet de cette note est de définir les règles régissant le traitement des dossiers et la délivrance des exonérations au bénéfice des assujettis à la redevance due au titre de la copie privée. C'est-à-dire que ça, c'est venu en révision du décret que je vous ai cité tout à l'heure. C'est-à-dire que grâce à ça, on a pu délivrer ce qu'on appelle les attestations d'exonération au moment du traitement des dossiers. Il n'y avait plus le système, comme le voit dans d'autres pays, de remboursement. C'est-à-dire qu'ils payent au moment de l'importation, ils justifient ensuite et ils se font rembourser par la société de gestion de droits d'auteur. Donc vous avez aussi la décision de 2007, qui est donc dans l'objet est de fixer les tarifs de frais de traitement des demandes d'exonération. Donc au départ, les demandes d'exonération étaient facturées, c'est-à-dire que c'était un service. Mais en 2011, on a décidé d'annuler cette décision. Donc il y a eu une décision, la décision numéro 356, qui a porté annulation de la décision numéro 26 de 2007. C'est-à-dire relative à la fixation du tarif des frais de traitement. Donc dorénavant, les exonérations, c'est-à-dire quelqu'un qui ramène une marchandise qui n'est pas soumise à cette redevance, il n'a pas à payer en plus des frais pour justifier cela. Donc vous avez aussi la note de procédure de 2012 qui avait pour objet de centraliser la gestion du traitement des demandes d'exonération de paiement de la redevance de copie privée. En fait, au départ, en Algérie, quand nous avons commencé, en fait, il faudrait que je vous donne à peu près une vue générale de l'organisation de l'Office. Vous avez l'Office national. En fait, l'Algérie, c'est 48 wilayas, ce qu'on appelle des départements. Donc c'est 48 wilayas répartis sur une surface de 2,8 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire que c'est un territoire très très vaste. Et donc chaque wilaya, vous avez ce qu'on appelle le chef-lieu de wilaya, c'est des villes qui sont peuplées en moyenne entre 200 000 jusqu'à 4 millions d'habitants. Donc c'est un territoire très vaste à couvrir. Donc, et pour couvrir ce territoire, l'ONDA en fait est organisé en 3 directions régionales. Donc vous avez la direction régionale Est, Centre et Ouest. Chaque direction régionale dépend des délégations. Vous avez en moyenne une dizaine de délégations qui dépendent de chaque direction. Donc au niveau de ces directions régionales avaient été mis en place les premiers bureaux de gestion de la copie privée. Mais après, avec le temps, nous avons vu qu'il n'y avait pas le même rush en fait au niveau de ces bureaux, puisque les pôles d'importation, c'était la capitale et 2-3 ports de l'Algérie. Donc nous avons décidé en fait de redéployer les bureaux de gestion de la copie privée au niveau d'Alger, de Annaba et d'Oran. Donc les 3 principaux ports là où il y a vraiment une activité, puisque les services en fait, on avait par exemple sur certaines villes ou certaines directions régionales, on traitait seulement 2 dossiers par jour. Et à Alger, c'était un traitement d'à peu près une quarantaine de dossiers quotidiennement. Donc on a décidé par la suite de réorganiser ça et de centrer les domaines d'exonération, de les centraliser au niveau de la direction générale.
C'est-à-dire qu'il y a un service juridique qui s'occupe de vérifier tous les documents, l'aspect, la nature des marchandises et qui délivre le jour même des certificats d'exonération. Donc sinon, vous avez la note de procédure 2013 qui modifie celle de 2007. Alors par cette note, les supports et appareils d'enregistrement importés à destination des entreprises publiques, privées, sont soumis au paiement de la redevance pour copie privée, à l'exception des équipements de télésurveillance, ce qu'on appelle les DVR. C'est-à-dire qu'au départ, on ne faisait pas vraiment la différence. Du moment qu'il y avait un équipement, qu'il y avait un stockage, on procédait à la perception des droits. Mais au fur et à mesure, et surtout par rapport au volume de traitement de ces dossiers, donc on a décidé de séparer et de s'orienter vers l'usage plutôt que la capacité. Donc maintenant, c'est vraiment au niveau de l'usage qu'on détermine si un équipement est ou pas assujetti à la redevance de copie privée. Sinon, pour les protocoles d'accord, en fait, le principal protocole d'accord qui a été signé en 2003 entre l'ONDA et la Direction générale des douanes. Donc, en fait, c'est un protocole d'accord qui est totalement standard, si vous voyez les articles qu'il contient. Bon, là, j'ai fait un petit résumé. Donc, relations entre les deux partenaires coutumiers ont été couronnées par la signature d'un protocole d'accord dont le but principal est de renforcer la coopération et la concertation entre les deux institutions dans le domaine de la protection des droits d'auteur, droits voisins, et notamment en ce qui concerne le renforcement de mécanismes de lutte contre les crimes de contrefaçon et piratage des œuvres littéraires et artistiques, échange d'expériences en matière de protection et de lutte contre les atteintes aux droits de propriété littéraire et artistique, sensibilisation, prise de conscience pour la promotion de la culture et le respect des droits d'auteur et droits voisins en Algérie, et l'appui des échanges à caractère technique dans le domaine d'atteinte de la propriété littéraire et artistique, et aussi effectuer des formations de consultation dans le cadre de la lutte contre les atteintes aux droits d'auteur. Donc c'est vraiment standard, mais en fait, la relation entre les douanes et l'Office national des droits d'auteur est vraiment plus détaillée au niveau donc de la gestion de la copie privée. C'est-à-dire que tous les listings des douanes sont actualisés annuellement, donc nous avons tout le support, et en fait, comme je vous ai dit, c'est-à-dire que la procédure de l'ONDA est systématique. Si vous ne passez pas pour l'ONDA pour amener vos documents, vous ne pouvez même pas aller faire votre déclaration en douane. C'est-à-dire que c'est totalement automatique. On va vous envoyer, dès que vous avez ramené votre marchandise, que ce soit au port ou la zone de fret d'un aéroport, les douanes vont vous demander d'aller d'abord à l'ONDA, de ramener vos documents et de commencer les procédures légales avec les douanes. Donc c'est totalement systématique. Voilà pour toutes les étapes qui ont été éventuellement mises en place en Algérie depuis 2003 à ce jour pour justement mettre en place le système de copie privée pour l'ONDA. Merci. Merci mon frère Menaoui. Merci. On a suivi avec attention l'expérience algérienne. Ça va nous enrichir. Et maintenant, il faut prononcer le divorce entre le président et la directrice générale de Mérida. Divorce circonstanciel, puisqu'on l'invite maintenant à finir en poésie. Prenez de la paix, Africa, nous allons étonner le monde. Travaillez. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, regroupe 17 États membres signataires de l'accord de Bangui, accord régissant la propriété intellectuelle et dont l'annexe 7 est dédiée aux droits de la propriété, aux droits de propriété artistique et littéraire. Donc, les droits qui y sont reconnus aux créateurs, interprètes et producteurs d'œuvres de l'esprit ont, dans la plupart de chacun des États membres, été consacrés par une loi nationale. Souvent, je m'arrête à chaque problème en même temps, hein, et ça peut-être que Stéphanie pourrait appuyer un peu. Une question revient assez pertinente qui dit que quelle est la relation, quel est le statut des lois nationales par rapport à l'annexe 7 de l'accord de Bangui. On voit que chaque État se donne une loi qui n'a rien à voir, hein, où le minimum des normes n'a rien à voir avec une autre
la loi d'un autre pays, chacun des États se donne des lois en référence au traité qu'il a signé dans le domaine, notamment au traité de l'OMPI ou de l'UNESCO, et on se demande quel est le rapport, n'est-ce pas, avec le traité, hein, l'accord de Bangui. En réalité, les juristes, la doctrine, ou je sais pas, dit que le statut de l'annexe 7 n'est pas bien posé dans l'accord de Bangui. On ne sait pas s'il a voulu se poser, si on a voulu le poser comme une loi cadre, c'est-à-dire une loi, hein, que chacun des États se devait, une loi supra par rapport aux États membres, ou alors que ce statut-là ne prévoyait que peut-être le minimum conventionnel et que chaque État pouvait aller au-delà. Je ne sais pas, peut-être que dans les questions, après que j'ai fini d'exposer globalement, hein, le professeur, enfin, la juriste, la chargée de cours va nous analyser cela, hein, beaucoup plus clairement. Moi, je suis un juge, je veux vraiment savoir qu'est-ce que j'applique quand je suis face à un conflit et que j'ai la loi nationale et j'ai l'accord de Bangui et que, suivant que je choisisse la loi nationale ou l'accord de Bangui, hein, ça arrange l'une ou l'autre des parties. J'aimerais bien savoir. Mais la loi de l'accord de Bangui a été révisée en décembre 2016 ou 2015, je crois. J'espère que, je ne sais pas très bien si ce problème, cet imbroglio-là, a pu être réglé entre-temps. Et donc, chacun des États s'est doté d'une loi sur le droit d'auteur. D'un autre côté, dans les pays, et chacun de ces États-là a pu également, n'est-ce pas, se doter. Il y a très peu de pays de ces États membres de l'OAPI qui sont restés sans avoir de société de gestion collective. Ce dont je vais vous parler, ce n'est pas l'état de la législation dans ces pays-là, membres de l'OAPI. Quoique, j'ai dressé quand même un état. Ce que je peux remarquer, c'est que souvent, et ça va venir dans mes analyses, un peu plus loin, au plan juridique des fondamentaux simplement des lois, il y a plusieurs pays qui sont confrontés à l'obsolescence de leur loi. Je vois par exemple la loi du Cameroun, elle date du 19 décembre 2000, mais je crois que la révision était en cours. Je ne sais pas si elle est terminée. La loi togolaise qui date de 1991, il est évident que les traités Internet et toutes les conventions qui ont suivi, hein, n'ont pas été intégrés. Et sans cela, la protection du droit d'auteur ne peut pas être efficace, puisque, entre-temps, l'environnement a beaucoup évolué. Au Bénin, votre loi date de 2006, c'est relativement récent, quand bien même 10 ans sont passés. La loi guinéenne a été révisée en 2012. La loi comorienne sur la propriété littéraire date de 1954. Projet de révision en cours. La loi du Burkina Faso, 99. Mais je pense que Simon Ouedraogo, hein, est responsable de l'évolution de cette loi. Donc, on le regarde faire. La loi sénégalaise date de 2009. Et enfin, la loi gabonaise qui date du 29 juin 1987. Je ne sais pas s'ils l'ont révisé entre-temps. D'après mes recherches, c'est ce que j'ai pu trouver. Les autres, je n'ai pas d'informations. Vous voyez donc que nous sommes à des degrés divers. Et si le statut réel de l'annexe 7 n'est pas précisé pour que nous puissions, n'est-ce pas, avoir un minimum, hein, harmonisé, je ne sais pas si on peut faire grand-chose ensemble. Et moi, si je veux parler donc des pays de l'OAPI, je suis
ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé l'espace OAPI, mais au prisme des sociétés de gestion collective. J'ai remarqué que dans cet espace-là de 17 pays, la plupart des pays, donc, comme je l'ai dit, ont créé des sociétés de gestion collective pour mettre en application la loi sur la propriété littéraire et artistique, mais il y a certains encore qui ne l'ont pas, malgré tout. Cependant, ce qu'on peut remarquer, c'est que malgré la richesse culturelle ou de la créativité dans ces pays-là, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Bénin, le Sénégal, le Cameroun, le Mali, le Niger, le Togo, la Guinée, malgré la richesse culturelle et ce qu'on peut attendre des répertoires que ces sociétés-là peuvent avoir en matière d'œuvres, interprétation et production de toutes catégories, malgré cela, tous ces pays membres de l'OAPI ne collectent pas, ne représentent pas grand-chose en matière de collecte de droits. Hier, M. Ouedraogo avait souhaité que je dise la part de l'Afrique dans les collectes mondiales. Dans les collectes mondiales, l'Afrique représentait en 2013, selon les chiffres de la CISAC, 0,06% des collectes mondiales en matière de perception de droits d'auteur. Je sais qu'en 2015, on a juste un peu monté, mais on n'a pas pu encore atteindre 0,010%. On n'a pas encore pu atteindre 10%, 0,10% des collectes mondiales. Et dans cela, si nous extrayons les pays membres de l'OAPI, on ne doit pas représenter vraiment grand-chose. C'est donc un énorme potentiel que nous sommes censés gérer, mais qui, dans la pratique, ne représente pas grand-chose. D'ailleurs, je crois que pour l'espèce OAPI ne représente pas 0,02% de cette perception mondiale. Ce sont les chiffres. Or, une société de gestion collective qui ne peut pas percevoir n'a pas d'intérêt à vivre. Quels sont les enjeux? Quelles sont les entraves? Qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'être efficaces dans cet espace OAPI-là? Qu'est-ce que nous essayons de construire ensemble? Comment pouvons-nous faire pour rendre plus efficace la protection par le droit d'auteur? Déjà, pour savoir ce qui nous entrave, il faut déjà dire que notre environnement socio-politique est peu favorable à la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Au plan social, on peut noter par exemple que dans notre espace, il y a une farouche résistance des populations aux principes qui fondent le droit d'auteur et les droits voisins. Et cette farouche résistance-là, moi je l'explique souvent peut-être par notre culture africaine qui véhicule l'idée que l'accès à la culture est toujours gratuite. Dans nos traditions, l'accès à la culture, aux musiques, aux danses, n'est pas verrouillé par des prétentions économiques. La danse, elle se produit et c'est pour les réjouissances. Et donc, nous avons du mal à voir l'aspect économique, à intégrer les aspects économiques des œuvres artistiques et littéraires. Donc, nous avons une mentalité, n'est-ce pas, communautaire, qui fait que à la propriété communautaire des biens artistiques surtout. Au plan politique, je remarque qu'il y a un manque de volonté politique de nos gouvernants pour les questions de propriété intellectuelle. Vous serez peut-être d'accord avec moi, absence de la propriété intellectuelle dans les programmes d'enseignement, exception faite de quelques universités africaines, pas de réelle politique de promotion de la propriété intellectuelle et surtout pas d'organisation de la lutte contre la piraterie au niveau étatique. Il y a également un fait qui est important, l'instabilité politique qui règne dans bon nombre de nos pays explique en partie la non-efficacité de la protection par la propriété littéraire et artistique.
Parce qu'évidemment, c'est bien de prendre des lois, mais si l'environnement ne permet pas, n'est-ce pas, de faire appliquer ces lois-là, et autant dire qu'il n'y a pas d'efficacité. Aujourd'hui, au Mali, on ne peut pas demander à la société malienne d'aller percevoir dans la partie nord. Il en a été de même pour la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, où le pays était coupé en deux. On ne pouvait pas donc appliquer l'effectivité des lois sur la propriété littéraire et artistique dans la partie nord pendant 10 ans. Au Niger, c'est pareil. Aujourd'hui, je pense que au Nigeria, au nord du Nigeria, je ne pense pas que les lois sur la propriété intellectuelle puissent s'appliquer normalement. Donc, il y a la stabilité du pays qui également est un élément très important. Et puis, il y a également surtout l'environnement économique. L'environnement économique constitue également un levier substantiel du développement, n'est-ce pas, de l'efficacité du développement d'une OGC, donc de l'efficacité de la protection par le droit d'auteur. Parce que les activités ne peuvent se déployer efficacement que dans un marché culturel florissant. Or, on constate que dans aucun des pays membres de l'OAPI, l'industrie culturelle n'est réellement développée. Il n'y a pas de mécanisme de soutien à la création, ou bien ça, vraiment, c'est très peu. Eux, aux créateurs, il n'y a pas en général de salles de spectacle, de bibliothèques, ou s'ils existent, ils ne sont pas en nombre suffisant. Et donc, le marché culturel est très exsangue. Maintenant, le deuxième plus grand problème, c'est le cadre juridique et judiciaire qui n'est pas efficace. Oui, malgré donc l'évolution prodigieuse qu'a connue le droit d'auteur conventionnel ces dernières années avec l'avènement ou la signature de plusieurs traités internationaux, plusieurs pays, OAPI, n'ont pas à ce jour intégré dans leur législation nationale ces avancées juridiques-là. Plusieurs n'ont pas signé les traités. La Côte d'Ivoire en fait partie, malheureusement. Et ce vide juridique place ainsi la propriété littéraire et artistique dans l'impossibilité, n'est-ce pas, de prendre effectivement en charge la protection de certains droits. C'est notamment le cas de la copie privée. Plusieurs pays veulent mettre en place les dispositions sur la copie privée, mais le cadre législatif n'est pas suffisant. C'est le cas également du droit de suite dont vient de parler Mme Carr, qui n'existe pas dans beaucoup de nos législations. Le système judiciaire, également, dans nos pays, c'est bien d'avoir un traité. Mais le système judiciaire, et j'en parlais avec quelqu'un, je ne sais pas si c'est ici, non, je pense que c'est à Abidjan, aucun système de protection de droits d'auteur ne peut aller sans s'adosser à un système judiciaire fort. Car sans une sanction effective des violations des droits, non seulement l'appareil, aucun droit n'est effectif. Or, non seulement l'appareil judiciaire de chacun des États membres de l'OAPI ne répond pas toujours efficacement aux problèmes posés par la propriété littéraire et artistique, mais ni l'OAPI, ni aucune organisation sous-régionale ne formule de projet d'harmonisation judiciaire. Vous savez, même dans un droit aussi complexe, aussi nouveau pour les États africains, pour les populations africaines que la propriété littéraire et artistique, si on laisse à chaque État, à chaque tribunal, le soin, la compétence de dire son droit, autant dire qu'on ne peut pas avoir de jurisprudence connue. D'ailleurs, nous, les sociétés dans le comité africain, on pense à faire une étude de la jurisprudence, mais c'est très rare les décisions en matière de propriété littéraire et artistique. Ça n'existe presque pas. Et si un tribunal, dans un endroit donné, prend une décision donnée, il n'y a même pas une juridiction supérieure dans tous ces États-là pour essayer d'apporter l'harmonisation ou de rectifier pour qu'il y ait un semblant de sécurité juridique pour l'utilisateur. Si demain, aujourd'hui, un juge peut donner telle position, considérer que telle activité est soumise au droit d'auteur, un autre tribunal demain peut décider que cette activité n'est pas soumise au droit d'auteur, mais on est dans une insécurité totale et qui n'est pas propice à la protection. Et ça, c'est dangereux. Et puis maintenant, les problèmes des organismes de gestion collective que j'ai un peu brossé en soulevant les propres problèmes du Burida. Le statut juridique des OGC est souvent inadapté. On est dans
certaines fois, on a des sociétés pluridisciplinaires en situation de monopole, et malgré tous les avantages que cela devrait apporter, au contraire, ça se transforme même en un boulet, puisque la multitude de répertoires ne lui permet pas d'être efficace dans aucun de ces répertoires-là. Ça devient également un autre problème d'inefficacité. On a également les organismes qui sont publics. J'ai cité tout à l'heure certains avantages, mais dans bien des cas, ce sont les inconvénients qu'on voit avec les interventions intempestives de l'autorité publique. Ensuite, comme je l'avais remarqué, s'il y a un déficit, il y a dans les OGC en réalité, en général, il y a un déficit de formation en matière de droit sur la propriété littéraire, artistique et en gestion collective. C'est-à-dire que les ressources humaines qui sont même chargées de déployer et de mettre en œuvre effectivement manquent. Heureusement, l'OAPI a mis en place depuis quelques années un master en propriété, un master 2 en propriété littéraire et artistique, et je pense que c'est une bonne chose puisqu'elle accompagne même la plupart du temps les étudiants avec une bourse. Dans ma société, plusieurs cadres qui avaient déjà des maîtrises en droit ont pu bénéficier de cette bourse-là et ont donc pu faire leur master 2. C'est une initiative c'est une possibilité qui est ouverte et que vous devez savoir. Je pense que la société de gestion collective, qu'est le BUBEDRA, doit en partenariat avec les responsables de l'OAPI faire bénéficier de cette bourse-là à certains, à des jeunes qui ont des maîtrises en droit, et de sorte que ils puissent eux-mêmes se servir dans ce vivier-là pour faire avancer rapidement les choses. Parce qu'en la matière, la formation est vraiment fondamentale. Et puis, lorsque la société, n'est-ce pas, a même les ressources, il lui faut aussi les ressources matérielles. Et je vous ai parlé tantôt des 35% dans lesquels nous sommes confinés à vivre. C'est vrai, quand on me dit que dans les sociétés européennes, leurs frais de gestion s'élèvent à 18%. Et si vous avez 18% aujourd'hui dans cet espace-là, quand même des sociétés naissent. Il y a 2 ans, on était au Gabon, il y a une société qui vient de voir le jour, et c'est d'autant mieux. Au Cameroun, ils sont en pleine restructuration, et j'espère bien, avant la fin de cette année, je pense qu'une société d'auteurs, une nouvelle société d'auteurs va naître, va voir le jour pour commencer des activités. Parce que depuis 2008, la CMC était totalement paralysée et j'étais dans un conflit interminable qui est en train de finir. Quel autre pays bon, les sociétés qui sont totalement en léthargie, je ne vais peut-être pas les citer, mais au niveau de notre confédération, au niveau régional déjà, il y a quand même certaines initiatives. Et c'est de ça que je vais vous parler au niveau, dans cette seconde partie. Déjà, au niveau régional, au niveau de l'UEMOA, l'UEMOA a pris des dispositions. L'UEMOA a élaboré un programme culturel, dans le département culturel, un programme de lutte d'aide à la lutte contre la contrefaçon. Donc, elle nous a réunis déjà par 2 fois pour adopter un programme, un plan d'action de lutte contre le piratage. Je crois qu'il y a 1 an ou 2 ans, on était à Abidjan et auparavant on était à Ouaga pour adopter ce plan et bâtir et adopter ce plan d'action que l'UEMOA est disposé à financer. Mais je pense que les choses sont peut-être un peu au ralenti. Pourtant, depuis 2014, je préside, n'est-ce pas, le comité africain de la CISAC. Et donc, je n'ai pas entendu parler, je n'ai pas été convoqué à une réunion de l'ORDA, mais en octobre dernier, la CEDEAO nous a reconvoqués, les pays membres de la CEDEAO à Ouagadougou, et là, elle a transformé l'ORDA en ORPIC. C'est-à-dire maintenant, c'est un observatoire, qui observe non pas seulement la propriété littéraire artistique, mais la propriété également
intellectuelle, donc y compris la propriété industrielle. Donc les sociétés nationales de liaison en matière de propriété industrielle nous ont rejoints et on a mis sur place cette organisation. Nous sommes en préparation de l'Assemblée générale. Je pense qu'en octobre, on va se réunir pour créer cet observatoire-là. Ce serait une bonne chose parce qu'une partie de tous les problèmes que j'ai évoqués pourront être résolus si vraiment l'ORDA est financé, les activités sont vraiment financées par la CEDEAO. Par exemple, je pense par exemple aux actions de lutte contre la contrefaçon, certes, mais également aux actions de sensibilisation aux problèmes de droit d'auteur. N'est-ce pas? La grande sensibilisation des masses, je pense que la société ne doit pas, les sociétés, les organismes de gestion collective ne doivent pas utiliser l'argent qui doit être distribué aux auteurs pour le faire. Si ces organismes peuvent le faire, c'est tant mieux pour tout le monde. Donc ça, c'est une des initiatives. Au niveau international, bon, quelqu'un me disait aussi qu'il fallait peut-être que nous voyions au niveau des pays de l'entente, parce que le Conseil de l'entente existe toujours. Et comme le nombre de pays est plus réduit, peut-être qu'avec dans le Conseil de l'entente, on peut trouver des appuis pour régler certaines situations. Je ne sais pas, on pourra en discuter. Si le Conseil, vous qui êtes ici, je pense que c'est ici que le siège du Conseil de l'entente est, n'est-ce pas? Bon, le président peut-être doit en savoir plus, il va nous dire ce que c'est. Donc je vais charger le Bubredra d'aller faire un peu de lobbying auprès du Conseil de l'entente. Si on peut créer une petite entrée là-bas pour les sociétés de gestion collective de ces pays-là, ce serait une bonne chose. Ne serait-ce que ça peut aider à équiper et à faire certains programmes. Maintenant, au niveau international, évidemment, la CISAC et l'OMPI sont des organisations qui sont au cœur de l'action pour le respect des propriétés intellectuelles. On a vu que l'OMPI, déjà, a lancé une initiative et on nous avait même rassemblés ici en 2013 pour nous en parler, le projet TAG. C'est un projet que l'OMPI a voulu mettre en place qui comprenait 3 volets. Un volet renforcement des capacités des sociétés, n'est-ce pas? Un autre volet établissement de règles de gouvernance. Et puis le troisième, c'était... je l'ai dans mes affaires là. En fait, un programme en 3 volets qui comprenait des choses vraiment importantes. La seule chose qui coinçait, c'est que les sociétés d'auteurs qui sont représentées par la CISAC et qui représentent 200 combien? Nous sommes soit 234 sociétés dans 138 pays au monde. La CISAC dit que l'OMPI n'a pas compétence pour établir des règles de gouvernance. Des règles comment c'est pas de gouvernance? Une démarche de certification. Et que les comptes des sociétés sont privés, sont recouverts d'un certain nombre de secrets et que l'OMPI n'a pas compétence pour mettre en place une démarche de certification. Si certification il doit avoir, c'est la CISAC elle-même qui doit mettre en place ces démarches de certification. Et là, le problème, c'est coincé. Nous, les pauvres sociétés en développement, on était très intéressés par les 2 premiers volets, le renforcement des capacités, l'aide à l'équipement et tout, mais la Confédération était totalement contre ce projet-là. De sorte qu'après 1000 conflits, l'OMPI a décidé d'arrêter ce projet TAG. Donc, il a été arrêté. Au niveau de la CISAC elle-même, la CISAC, comme vous a dit hier, a développé depuis un certain nombre d'années des outils de gestion. Le CIS, le Système commun d'information, si je dis ça en français, ce sont des outils, évidemment, ça passe par la voie électronique, qui permettent, n'est-ce pas, d'identifier clairement les œuvres, de fournir aux œuvres des numéros d'identification uniques, d'avoir des bases de données qui se recoupent, là où on peut trouver les informations, et surtout d'élaborer des règles professionnelles que chaque société a le devoir de respecter. Si vous êtes membre de la CISAC, vous devez avoir des normes en matière de répartition, des normes en matière de documentation et sans cela, vous risquez les droits de reproduction
hein, reprographiques. Hein, donc, c'est les littéraires. Une société qui gère ces droits-là adhère également. Et chacune des organisations, n'est-ce pas, met en place des outils de gestion efficaces pour ses membres et a des initiatives. Au niveau de la CISAC est tellement vaste qu'elle a des comités régionaux. Et ces comités régionaux, il y a le comité Asie-Pacifique, le comité Europe, le comité Amérique latine, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Et nous faisons partie du comité africain dont je suis la présidente. Et donc les sociétés africaines, j'ai expliqué notre problème hier. J'ai dit tous les comités ont des outils, ont des bases de données, ont des outils communs avant de rejoindre les outils mondiaux. Mais nous, les Africains, chacun est chez soi et chacun gère comme il peut. On a l'initiative de créer cette base de données commune. On a des difficultés financières, n'est-ce pas, pour trouver l'argent, pour financer les tests, parce que l'Afrique du Sud, la SAMRO a fini de développer, elle cherche maintenant un certain montant d'argent pour déployer les tests. Et ça, on n'a pas trouvé l'argent. Et donc, voilà un peu nos initiatives. Mais en dehors de cette construction-là, nous sommes en train de voir, en entendant, de densifier nos contrats de réciprocité. Nous allons en parler, nous en avons parlé l'année dernière, nous allons encore en parler cette année. Il faut absolument que nous ayons des contrats de réciprocité parce que déjà même au niveau de la CEDEAO, de l'UEMOA, nous sommes dans un marché commun. Mais dans le marché commun où nous sommes, chacune d'entre nous a ses règles. Chacune d'entre nous avait même ses stickers. L'ORDA a émis un sticker commun qui n'est pas utilisé parce que pour le mettre en place, il n'a pas pris l'avis des sociétés. Et donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de faiblesses. Et nous n'utilisons pas, nous en tout cas, il y a un certain nombre de pays, de sociétés qui n'utilisent pas ce sticker commun-là. Mais nous sommes dans un marché commun. Il y a des questions forcément qui vont venir. Par exemple, un opérateur téléphonique qui opère dans tous nos pays là, va forcément un jour poser les problèmes qui se posent à l'Union européenne. Forcément. C'est-à-dire qu'il va regarder dans nos pays et puis il va aller sûrement avoir une licence dans un pays où le droit est moins protégé et cette licence-là va lui permettre d'avoir accès à tout notre répertoire. Vous voyez, il y a des questions qui doivent se poser et donc nous devons nous mettre à niveau pour être plus ensemble et étudier les questions futures qui arrivent. C'est super important. Donc c'est de ça que je voulais vous parler. Pardon? Nous mettre à niveau. Parce que si on n'est pas au même niveau, on ne peut pas avoir des projets communs. Voilà le vrai problème. Bon, là-dessus, je m'arrête, Monsieur le Président. Je pense que j'ai passé le temps et j'ai posé les jalons. Merci. Merci. On a senti au niveau de Mme Vieira une baisse de régime par rapport à la débauche d'énergie qu'il y avait dans la voie hier. C'est le signe de fin de séminaire qui s'annonce. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Et c'était pour ménager tout cela que j'étais un peu rigoureux sur le temps. Bien, bon, chers amis, vous méritez maintenant une pause. Et au retour, nous allons poursuivre avec les questions. Bonne pause.